T'es-tu déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'un sous-marin flotte et coule en même temps? Comment ça se fait qu'il flotte pas constamment comme un bateau ou s'écoule complètement au fond de l'eau comme une grosse roche? Et c'est exactement ça qu'on va voir dans notre nouvelle unité, les fluides. Ok, maintenant pour la réponse. Un sous-marin fonctionne assez facilement. Donc, un sous-marin a ce qu'on appelle des citernes à l'intérieur. Ces citernes peuvent être remplies soit d'eau de mer ou de gaz comprimé. Dépendant de la quantité de gaz ou d'eau de mer que nous utilisons dans ces citernes, c'est ce qui va changer le poids du sous-marin. Donc, par exemple, si je veux que mon sous-marin coule au fond de l'océan, je vais remplir ces citernes pleines d'eau de mer. Par contre, si je veux qu'il remonte à la surface, je vais vider ces citernes de l'eau de mer et je vais le remplir avec de l'air comprimé. Là, pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de gaz comprimé, d'air et d'eau de mer? C'est parce que les gaz et les liquides sont tous les deux considérés comme des fluides, donc une matière qui s'écoule. Mais avant de commencer à parler au sujet des fluides, on doit premièrement retourner un petit peu en arrière en 7e année quand vous avez vu les concepts des matières. Donc, particulièrement les 3 états de la matière, solide, liquide et gaz. La matière, c'est tout ce qui a une masse et un volume. Par exemple, je suis faite de matière. J'ai une masse et je prends de l'espace dans cette pièce. Par contre, tu pourrais commencer à te demander comment ça se fait qu'un gaz est considéré comme une matière? Y a-t-il vraiment une masse et est-ce que ça prend vraiment de l'espace? La réponse c'est oui. Je vais te montrer ceci comme exemple. Donc ça ici, c'est une canette de fixatif. C'est plein d'un gaz qui est comprimé à l'intérieur de cette bouteille ici. Si je pèse le bouton, le gaz va s'enfuir. Je sais que cette bouteille est pleine de fixatifs puisqu'elle a une pesanteur. Une fois que cette canette elle est vide, tu vas remarquer qu'il y a une grande différence entre la canette ici et la canette qui serait vide. Et deux, oui, le gaz a un volume aussi. Il peut prendre cet espace ici et remplir le contenant au complet. Donc, il va prendre de l'espace. Mais avant d'aller en plus grande profondeur sur les matières, il est important de voir le concept de la théorie particulaire. La théorie particulaire nous permet de prédire le comportement des particules à l'intérieur de nos 3 types de matière, solide, liquide et gaz. Premier, toute matière est faite de particules. C'est la première et la plus importante. Absolument tout ce qui est une matière autour de toi est composé de particules. Je suis faite de particules, le livre est fait de particules, la caméra sur laquelle je filme en ce moment est faite de particules. Absolument tout ce qui t'entoure est fait de particules. 2. Les particules d'une substance pure sont identiques. Les particules des mélanges ont des particules différentes. Donc si je prends par exemple une matière 100% pure, comme un diamant est fait de 100% des mêmes particules. Mais si on considère maintenant un mélange, comme un smoothie, où est-ce qu'on ajoute des bananes, du lait, des fraises, on mélange tout ça ensemble dans le malaxeur, puis on voit le produit final, les particules qui composent ce mélange ici sont toutes différentes. On a des particules de bananes, de fraises et des autres ingrédients que tu as ajoutés. Le 3e point de la théorie particulaire est que toutes les particules sont séparées par des interstices, donc des espaces. Toutes les particules ont des espaces entre elles. Par contre, la distance entre les particules, donc la grosseur de ces espaces-là, peut varier, dépendant de si je considère des solides versus des gaz et aussi de la température à l'extérieur. Le point numéro 4. Les particules sont constamment en mouvement. Oui, même les particules qui sont à l'intérieur des solides. Donc si par exemple je prends ce livre, les particules qui composent ce livre sont constamment en mouvement. Même si je le laisse sur une table et je ne le touche pas, les particules à l'intérieur de mon livre sont constamment en mouvement. Le mouvement des particules est aléatoire, ce qui veut dire random. Donc il n'y a pas de plan à leur mouvement. Le point numéro 5. Plus le mouvement des particules est rapide, plus elles ont d'énergie cinétique. Donc, comme on l'a mentionné avant, le mouvement de mes particules est incessant. Ça veut dire que ça n'arrête jamais. Par contre, le mouvement à l'intérieur d'une substance qui serait solide est beaucoup plus lent que le mouvement à l'intérieur d'un liquide. Donc, les particules à l'intérieur d'un livre comme celui-ci vont bouger beaucoup plus lentement et donc vont avoir beaucoup moins d'énergie cinétique que les particules à l'intérieur de cette bouteille d'eau remplie d'eau.
Les particules à l'intérieur de cette bouteille vont bouger beaucoup plus rapidement et donc son énergie cinétique va être plus grande. Le gaz qui m'entoure en ce moment a encore plus d'énergie cinétique que les solides et les liquides, parce que ces particules bougent extrêmement vite. Le point numéro 6. Les particules sont soumises à des forces d'attraction qui augmentent à mesure que les particules se rapprochent les unes des autres. Et on peut vraiment les comparer à des humains. Le plus que tu te rapproches de quelqu'un, donc le plus que tu apprends à les connaître, le plus que ton attraction vers ces personnes-là va augmenter. C'est la même chose avec mes particules. Le plus que mes particules se rapprochent, le plus que leur force d'attraction va augmenter. Et donc, ce sont les 6 différents points de la théorie particulaire. C'est une révision de l'année passée, mais c'est un concept important que nous avons besoin pour progresser plus loin dans notre unité. Je te souhaite bonne chance. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas de contacter ton enseignant ou ton enseignante. On se voit la prochaine fois. Bye!